Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 8 janvier. La cavale sanglante d'un forcené qui a tué 4 personnes, dont 2 policiers près de Narbonne. Il est toujours en fuite. Comment compenser l'annulation des allègements de CSG sur les bas salaires? Plusieurs pistes à l'étude, dont celle d'un impôt négatif. À Jérusalem ce soir, manifestation organisée par les partis de droite pour le maintien de la ville dans l'État d'Israël. Manifestation comme un plébiscite pour Ariel Sharon. Les pèlerins musulmans en partance pour la Mecque doivent être vaccinés d'urgence. Une nouvelle forme de méningite les menace. Vaste débat dans le monde de l'Ovalie autour du dopage chez les rugbymen. Et puis cinéma, sorti mercredi de Mortel Transfert, le nouveau film de Jean-Jacques Benex, une comédie policière imprégnée de psychanalyse. Jean-Jacques Benex, notre invité. C'est en début d'après-midi que 2 policiers ont été tués dans la périphérie de Narbonne. 2 meurtres perpétrés par un homme recherché depuis plusieurs années. Un homme qui a voulu se venger et qui a déjà tué 2 autres personnes. Il est actuellement en fuite malgré de très importants moyens policiers pour le retrouver. À Narbonne, Karine Comazzi et Denis Pardano. Il est 14h30 lorsque Albert Foulchier se présente chez le couple Herrero à Narbonne. Foulchier est recherché par la police. Il a assassiné en 1993 un agent d'assurance. Remis en liberté pour vice de forme, il est condamné à perpétuité par contumace l'an passé. À son procès, le couple Herrero témoigne. Et c'est par vengeance qu'il vient tuer le mari ainsi que 2 policiers dépêchés sur place. Puis il prend la fuite, vole une voiture et abat également son propriétaire. Un lien paraît devoir être fait entre ces 2 affaires puisque la 4e victime, M. Michaud, avait également été témoin dans ce procès d'assises. L'auteur, qui a été identifié en la personne de Albert Foulchier, est en fuite. Bilan de cette sinistre après-midi, 4 morts, dont 2 policiers pères de famille âgés de 40 et 45 ans. Le ministre de l'Intérieur doit prendre en compte l'appel des policiers parce qu'on peut assurer effectivement la sécurité des personnes, c'est notre mission, mais je crois qu'on ne pourra pas la garantir sans que les policiers eux aussi aient droit à une sécurité. L'émotion est très grande ce soir au commissariat de Narbonne, à quelques pas de nous. Les hommes ont perdu 2 de leurs collègues et gardent un silence qui est pesant. Il est vrai que ces 2 décès interviennent après celui d'un policier à Roquemaure, tué à Roquemaure, et un gendarme tué à Pont-Saint-Esprit. Et la facture est ressentie très lourdement. Alors ce soir, l'assassin est encore en fuite. Il s'agit d'un homme extrêmement dangereux. Le plan épervier a été déclenché sur 4 départements, l'Aude, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Une accalmie en Bretagne, accalmie du temps, mais retour annoncé de la pluie et du vent dès demain sur la façade ouest du territoire. En Ille-et-Vilaine, à Redon et dans les communes voisines, la décrue est très lente et accroît le découragement des habitants. Voyez le reportage de Yasmina Farber et Christian Gallet. La commune de Redon reste cernée par l'Oust et la Vilaine, même si leur niveau a sensiblement baissé. Le long de ces maisons, la route vers Saint-Nicolas n'est qu'une longue voie d'eau. Elle pourrait être bientôt rouverte à la circulation. Plusieurs quartiers sont inondés, isolés. Une nouvelle catastrophe 6 ans à peine après la crue record de janvier 95. Regardez le cirque. Un bâtiment tout rénové. Wow. 95. Propriétaire depuis 41 ans de cette maison, Honoré et sa femme ne supportent pas cette répétition des événements. On est révoltés. Vous m'entendez? Révoltés. Ils sont d'une génération qui a connu des crues mais pas de telles conséquences. Le maire Alain Madelin parle de fatalité, un discours qui ne convainc pas. On n'a jamais connu ça, Surtout qu'il y a quelque chose à faire. Mais au moins essayer. Pourquoi que, quand on nous a dit, on a entendu à la télé, là, matin, qui disait que l'eau c'est l'eau, la crue c'est la crue. Je suis désolée, mais la crue c'est pas vrai, on n'a pas connu ça autrefois, donc il y a une erreur quelque part. L'erreur pour les habitants du quartier du Châtelet, c'est peut-être la modification du paysage des marais qui les entourent avec des constructions. À quelques centaines de mètres, une route flambant neuve aurait pu faire barrage, mais avant même sa mise en service, elle a été submergée. Elle n'a pas été suffisamment rehaussée comme nous le demandions. Et puis en plus, il y a eu des ouvrages non conformes qui ont été réalisés, c'est-à-dire que les pouvoirs publics ont fait pénétrer de l'eau dans 8 hectares de terrain dans un cul-de-sac. Quelles sont les mesures qui pourraient éviter l'ampleur de ces inondations? Est-ce à l'État ou aux collectivités locales de financer ces travaux très lourds? Autant de questions que les habitants de Redon auront peut-être à cœur de poser à Lionel Jospin lors de sa visite.
Depuis la fin de l'après-midi, les représentants syndicaux des professionnels de la viande bovine discutent avec le ministre de l'Agriculture après avoir, tôt ce matin, mis en place de très nombreux barrages au péage autoroutier et à l'entrée de Paris. Ils demandent une aide des pouvoirs publics pour compenser leur manque à gagner. Reportage Ersin Lebovic et Dominique Bonnet. 150 km de bouchons ce matin en Ile-de-France, un désastre pour les automobilistes, mais un simple coup de semonce si l'on en croit les professionnels de la filière viande. Des entreprises d'abattage aux marchands de bétail, ils avaient décidé de faire entendre leur colère, quitte à paralyser le temps de quelques grillades plusieurs grands axes routiers du pays. Notre objectif, c'est d'être sur le ministère parce qu'on est une profession qui est des plus défavorisée aujourd'hui. Je vais vous dire que beaucoup d'entreprises sont prêtes de fermer la porte et le gouvernement ne nous fait rien pour nous. Une réunion au ministère obtenue en début d'après-midi. Les barrages ont donc été levés, mais pour des centaines d'automobilistes, l'attente a été longue. Ici, à Bordeaux, les manifestants ont occupé les deux principaux péages de la région. Résultat, une circulation quasiment interrompue sur les autoroutes A10 et A62. Ça fait combien de temps que vous attendez? Bien, ça fait 2 heures maintenant. Pour faire combien de kilomètres? Pour faire 4 kilomètres. Même chose autour de Lyon ou encore en Bretagne. Pendant toute la matinée, la circulation entre Rennes et Laval s'est arrêtée ici, au péage de la Gravelle. Ce soir, la situation est revenue à la normale, mais les professionnels de la filière viande sont prêts à d'autres actions s'ils n'obtiennent pas le soutien des pouvoirs publics. Les habitants de Rouen et de la région rouennaise subissent depuis le 19 décembre dernier les effets de la grève des traminots. À l'origine de ce mouvement, des licenciements notifiés pour entrave à la liberté du travail. Demain, une manifestation est prévue en centre-ville de Rouen. 6 employés du tramway sont actuellement en grève de la faim dans le hall de l'hôtel de ville et le trafic est très ralenti. Avant la fin de cette semaine, le gouvernement doit annoncer un nouveau dispositif destiné à compenser l'annulation par le Conseil constitutionnel des allègements de CSG sur les bas salaires. À gauche, il y a débat entre les partisans de la hausse immédiate du SMIC et ceux qui prônent une certaine nouveauté avec le système dit de l'impôt négatif. Explication Émilie Nanson. C'est la période des rois mages, alors chacun au gouvernement espère bien faire le plus beau cadeau aux revenus modestes. Tout le monde part du même constat, les plus bas salaires doivent profiter de la croissance, mais comment? Dans une entreprise, je pense qu'il y a plusieurs pistes à explorer et qu'il y aura probablement un panier de mesures. Pourtant, on sait Elisabeth Guigou favorable à une hausse du SMIC assortie d'une baisse équivalente des charges patronales. Une mesure chaudement approuvée par les communistes. Nous proposons 3,2% au 1er février. C'est important parce que le SMIC c'est quand même pas beaucoup, mais c'est pas insupportable pour notre économie. Une hausse qui porterait le SMIC à 7 328 francs bruts par mois, soit 227 francs d'augmentation. Problème, cette mesure ne concerne que 2,5 millions de salariés. La suppression de la CSG en aurait concerné 9. Du coup, certains, Laurent Fabius en tête, proposent une autre solution. Le crédit d'impôt. C'est typiquement une mesure de gauche. Pourquoi? Parce que fondamentalement, vous déclarez ce que vous avez comme revenu et si vous n'atteignez pas un certain seuil, eh bien l'État vous donne le complément pour vous permettre de vivre. Une mesure de gauche pourtant reprise à droite. Le président Chirac, ce matin, s'y est même montré favorable. Dans ce domaine, l'instauration d'un crédit d'impôt déjà expérimenté par d'autres pays pourrait notamment permettre aux actifs les plus modestes de ne pas voir leur revenu net stagner, voire diminuer, quand ils reprennent une activité. Hausse du SMIC ou crédit d'impôt, Lionel Jospin devrait trancher demain. Aux forces vives, c'est-à-dire dirigeants syndicaux, patronaux, mutualistes et tous les acteurs sociaux, le chef de l'État présentait donc ses vœux ce matin, appelant à agir pour les retraites et un équilibre durable de l'ensemble des comptes publics, autant de remarques qui ressemblaient à des mises en garde du gouvernement en matière sociale en présence de Lionel Jospin. Les mauvais sondages pour la droite publiés hier concernant les municipales parisiennes ont immédiatement suscité des réactions, notamment celle de Jean-Pierre Raffarin, vice-président de la démocratie libérale, proche du chef de l'État. Monsieur Raffarin estime que la droite doit jouer la carte de l'union à Paris, ce qui semble isoler un peu plus Philippe Seguin, mais qui met de bonne humeur le socialiste Bertrand Delanoë. Reportage Laurent Hakim. La gauche parisienne se sent pousser des ailes. En tête des sondages, elle se voit déjà en haut de l'affiche des municipales de mars prochain. Je suis toujours aussi détendu, toujours autant en désir de travailler.
On y va? Une confiance telle que le candidat de la gauche plurielle imagine déjà un avant et un après Bertrand Delanoë. À commencer par cette permanence électorale. Avant Bertrand Delanoë, c'était un restaurant branché des Halles où Jacques Chirac invitait à dîner Madonna. Et voilà le candidat Delanoë redessinant Paris façon Baron Haussmann, diapo à l'appui. Avant lui, des voitures, du béton, de la grisaille. Avec lui, des piétons, des jardins et du soleil. L'effet sondage ne fait pas de doute. Le sondage, c'est un encouragement puisque notamment une des nombreuses questions dit que dans cette majorité de Parisiens qui auraient éventuellement envie de voter pour moi, l'immense majorité le ferait pour le projet. Aujourd'hui au RPR, c'était également l'heure des vœux pour Michel Alliot-Marie. Les bonnes résolutions pour 2001, c'est aussi réaffirmer un soutien au candidat officiel de la droite parisienne que les sondages semblent accabler. Je ne crois pas du tout que Philippe Séguin soit dans les choux. Les sondages, on sait ce que c'est. D'autre part, ces sondages ne sont pas si mauvais. Et ce que je note, c'est qu'il y a plus de 34% des Parisiens qui n'ont pas encore fait leur choix. Imperturbable, Philippe Séguin dénonce le tintamarre autour de ces mauvais sondages et pas question pour lui de recevoir des leçons d'union. Moi je suis pour l'union, mais je suis à la tête d'une liste d'union, d'une liste RPR, UDF, EDL. Moi je suis candidat d'union. En face, il y a un candidat dissident. Alors si quelques personnes ont été égarées par le candidat dissident, nous leur tendons les bras à condition que le candidat dissident se retire. Ces détracteurs se multiplient, mais Philippe Séguin, que certains voudraient pousser à la faute, réaffirme aujourd'hui qu'il ira jusqu'au bout. Jacques Chirac et Lionel Jospin ont fait fleurir la tombe de François Mitterrand à Jarnac, en Charente, il y a 5 ans, le 8 janvier 1996. Monsieur Mitterrand décédait, sa famille, ses proches se sont retrouvés à Jarnac. Les fidèles de l'ancien chef de l'État participeront également à un dîner ce soir à Paris, dîner assombri par l'absence de Jean-Christophe Mitterrand, toujours incarcéré à la prison de la Santé. À Jérusalem, plusieurs partis de droite organisent ce soir, en ce moment même, une manifestation contre les concessions que pourrait comporter un accord de paix avec les Palestiniens sur la ville sainte. Correspondants Charles Anderlin et Alan Grégo. Sous les murailles de la vieille ville, devant la porte de Jaffa, c'est une des plus importantes manifestations organisées par la droite israélienne. 100 000 personnes selon les chaînes de télévision, 250 000 selon les organisateurs, sont venus exprimer leur refus de tout partage de Jérusalem. Un message à Yasser Arafat et à Ehud Barak. Le peuple d'Israël refuse de partager sa capitale universelle et indivisible. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, pour empêcher Ehud Barak, qui est un Premier ministre démissionnaire, qui n'a plus une majorité au Parlement israélien, à l'approche des élections, qu'il ne peut pas diviser la ville de Jérusalem. Aucun leader n'a le droit de donner Jérusalem ou le mont du Temple à notre ennemi arabe. Ehud Olmert, le maire de Jérusalem, qui est affilié au Likoud, la droite nationaliste, a lancé un appel personnel à Bill Clinton. En toute amitié, en toute modestie, dit-il, il serait dommage si tout ce qui restera de vos 8 années en exercice sera le fait que vous aurez été le premier président des États-Unis à proposer le partage de Jérusalem. De l'autre côté de la vieille ville, à l'est, la police était sur le qui-vive pour empêcher tout accrochage entre les habitants palestiniens et les manifestants israéliens. Charles Anderlin, cette manifestation ressemble à un plébiscite pour Ariel Sharon. Tout à fait, comme vous venez de le voir, la droite israélienne est mobilisée. Ce n'est pas le cas pour la gauche, déçue par Ehud Barak, dont les sondages sont catastrophiques. Selon les derniers, M. Sharon aurait plus de 50% des voix, Ehud Barak à peine 22. Cela dans une situation de plus en plus inquiétante au Proche-Orient. Les négociations de paix, les négociations de sécurité avec les Palestiniens sont dans l'impasse et ce soir, à nouveau, les accrochages armés se multiplient. Merci Charles. Couvre-feu en Côte d'Ivoire à partir de ce soir suite à la tentative de coup d'État militaire la nuit dernière à Abidjan. La tentative de coup d'État a fait au moins 6 morts. Le calme a cependant été rétabli. Commentaire Jérôme Bonny avec Hubert Nérol. Cela devient presque la routine à Abidjan. Une demi-douzaine de coups de force en un peu plus d'1 an. Celui de la nuit dernière a échoué. Échange d'armes automatiques et d'armes lourdes pendant plusieurs heures. Télévision et radio occupées par les mutins, mais presque aussitôt reprises par l'armée. Tout cela s'est passé à quelques mètres du domicile d'Hubert Mérol, du bureau de France 2 à Abidjan.
Moi, j'étais pas très loin de la télévision ivoirienne, dans le quartier de Cocody, un quartier résidentiel. Et à partir de 11h30, on a commencé à entendre de nombreux échanges de coups de feu, puis des tirs d'armes lourdes. Donc ça a duré de 11h30 à 7h ce matin. Est-ce que les populations étaient consignées chez elles? Oui, alors tout le monde évidemment, bon, la Côte d'Ivoire commence à avoir un petit peu l'habitude de ce genre de cas de figure. Donc les gens au premier coup de feu, vers 11h30, sont tout de suite rentrés chez eux, se sont enfermés. Ces requêtes témoignent de la violence des combats. Bilan, au moins 6 morts, dont 2 gendarmes. Des rumeurs de coups de force couraient depuis Noël. Le président Gbagbo était absent d'Abidjan, il se trouvait dans son village natal. L'année 2000 s'était terminée par des affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants favorables à l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Dans une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur ivoirien vient de mettre en cause implicitement les partisans de l'ancien Premier ministre. La mévente des automobiles apparaît à la lecture des bilans de l'année 2000, mévente importante en Espagne avec une baisse de plus de 21% au dernier mois de décembre, et puis crise aux États-Unis alors que vient de s'ouvrir l'important salon automobile de Détroit. Des milliers d'ouvriers pourraient être mis en chômage technique, comme déjà cet homme employé chez Chrysler, rencontré par notre correspondante Isabelle Bechler avec Edward Horn. À 44 ans, Abdelkader a 16 ans d'ancienneté chez Chrysler. Pour la première fois, l'inquiétude le taraude quand il voit s'additionner les semaines de chômage technique. C'est son syndicat qui gère son indemnisation. Pour l'instant, voici la liste des ouvriers qui sont au chômage technique à l'usine d'en face. Vous voyez, ça n'en finit pas. Ils sont 4000 au total. La chaîne d'Abdelkader, comme celle de 100 000 ouvriers de l'automobile de Détroit, est arrêtée depuis Noël pour cause d'inventaire. Un inventaire qui dissimule mal une crise plus profonde. C'est triste ici, on dirait une ville fantôme. D'habitude, ces parkings sont pleins, il y a des ouvriers partout. Depuis que les Allemands nous ont rachetés, ils essayent de régler des problèmes de gestion. J'espère qu'ils vont faire vite, parce qu'il faut que je reprenne mon travail. En fait, sous l'influence des repreneurs de Mercedes, Chrysler supprime un tiers de sa gamme cette année. Une véritable restructuration de fond en comble qui amènera vraisemblablement des fermetures d'usines. Pendant ce temps-là, le salon de l'auto de Détroit a vu hier la naissance en fanfare du 4x4 qui doit sauver Chrysler. Une nouvelle Jeep où l'apport allemand est considérable. J'étais au chômage technique pour une semaine en théorie. Là, je reçois un télégramme qui m'annonce au moins 3 semaines d'arrêt. Ça fait peur. Sans compter qu'une vraie récession peut signifier un licenciement tout court. Dans le quartier arabe de Dearborn, tout le monde retient son souffle, comme Abdelkader, l'Algérien arrivé voilà 20 ans pour vivre le miracle américain. Le groupe italien Tiscali rachète le fournisseur d'accès gratuit à Internet Liberty Surf, ce qui lui permet de se hisser au 2e rang européen dans ce domaine. Explication David Boéry et Jacques Gérard. Une poignée de main à 4 milliards de francs. Mais visiblement, le PDG de Liberty Surf n'est pas très fier de vendre son groupe à un concurrent italien. Fin d'un rêve, celui d'une start-up française, même si Pierre Besnénou refuse toute idée d'échec. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout la reconnaissance que Liberty Surf est un grand groupe, que Liberty Surf est une grande marque et que Liberty Surf, tout naturellement, était un acteur incontournable dans le cadre de cette consolidation. Donc, une reconnaissance à plus de 4 milliards de francs, c'est ce que va payer l'italien Tiscali avec beaucoup d'actions et un peu d'argent frais. Une reconnaissance après la grande dégringolade en bourse. En 10 mois, le cours de l'action a été divisé par 10. Il est passé de plus de 70 à moins de 7 €. Mais l'accès gratuit à Internet, les Italiens, eux, y croient. Ils sont même persuadés d'avoir fait une bonne affaire. Je suis juste un homme d'affaires et je fais ce métier pour gagner de l'argent. Alors même si je ne suis pas sûr de toutes les activités sur Internet, et nous savons tous que beaucoup d'entre elles ont de vraies faiblesses, avec celle-ci en tout cas c'est sûr, nous allons gagner de l'argent. Objectif, devenir le numéro 1 en Europe de l'accès à Internet. En rachetant Liberty Surf, Tiscali est déjà sur la 2e marche du podium avec plus de 10 millions d'abonnés. Mais cette stratégie coûte cher et c'est bien ce qui inquiète les marchés. Aujourd'hui, Liberty Surf a encore dégringolé de plus de 8% à la Bourse de Paris. Et puis le groupe Ciment Lafarge devient numéro 1 mondial en lançant une opération de rachat de Blue Circle, le cimentier britannique. Coût de l'opération pour Lafarge, 3,8 milliards d'euros.
À un mois des départs des pèlerins musulmans vers la Mecque, des recommandations pressantes sont faites pour que ceux-ci se fassent vacciner contre une forme de méningite très grave et qui peut être mortelle. On estime à 20 000 musulmans en France le nombre des personnes concernées, mais il semble que les avertissements sanitaires n'aient pas été suivis d'effets suffisants pour alerter les pèlerins. Enquête Jean-Daniel Flézaquet et Christophe Vignal. Au retour du pèlerinage de la Mecque l'an dernier, des dizaines de pèlerins reviennent en Europe porteurs d'une nouvelle forme de méningite grave et contagieuse. 25% des personnes touchées vont décéder. En cause, une bactérie, le méningocoque W135, jusque-là inconnu en Europe. Cette crise sanitaire a marqué les esprits. Vendredi dernier, à la prière de la Grande Mosquée à Paris, l'imam informait les futurs pèlerins. Bien sûr, cette vaccination concerne précisément la méningite. Mais la vaccination contre les méningites A et C exigée par les Saoudiens ne protège pas contre la souche W135. Il existe cependant un vaccin américain, normalement non commercialisé en France. Il vient d'être importé de façon temporaire. Il est tout juste arrivé, mais encore faut-il le savoir. Dans cette agence de voyage, par exemple, qui organise le déplacement de près de 10% des pèlerins français, on ignore toujours son existence. Aucune information, ni sur les centres, ni sur le nom du vaccin, ni sur qu'est-ce qu'il faut faire. La seule information qu'on a, c'est l'information classique, la méningite A plus C. Et pour compliquer encore les choses, le vaccin ne peut se faire que dans des centres de vaccination internationale qui sont déjà surchargés de travail. Ça fait au moins 9 mois qu'on aurait dû prendre cette initiative, qui nous aurait laissé le temps de nous organiser. C'est quand même un problème extrêmement simple. On a une maladie, on a un vaccin, le problème c'est de vacciner des gens. Bon, si en médecine on n'arrive pas à faire ça, c'est à désespérer de tout. Le prix du vaccin, 250 francs, ne doit pas, selon les autorités religieuses, dissuader les pèlerins. La dépense, effectivement, pour ce vaccin s'impose tout autant que l'obligation d'aller et de revenir, Inch'Allah, en bonne santé. Les autorités religieuses vont donc renforcer une information que les diverses administrations ont, semble-t-il, bien eu du mal à diffuser. Un nouveau cas mortel de légionellose décelé et reconnu comme vraisemblable par l'hôpital Pompidou à Paris. On a recensé 7 cas, dont 5 certains de légionellose. Sport, 8e étape du rallye Paris-Dakar avec le passage de la frontière mauritanienne. Passage dangereux puisqu'un véhicule d'assistance qui s'était écarté de la piste a sauté sur une mine. Le pilote est blessé. Au classement auto, Jean-Marie Servia est en tête du général et Richard Saint pour le classement moto. Reportage de nos envoyés spéciaux Christelle Bertrand et Rémi Poissonnier. Quelques mètres après le passage du mur qui sépare le Maroc des positions sahraouis, le véhicule d'assistance conduit par le Portugais José Ribeiro a sauté sur une mine. Pour une raison encore inconnue, la voiture s'est écartée de la piste. Au moment où les militaires sur place lui ont fait signe de rejoindre les traces, une mine a explosé, blessant grièvement le pilote au pied gauche. Ribeiro a été évacué par un hélicoptère des Nations Unies. Les 2 autres passagers de la voiture sont sains et saufs. De part et d'autre du mur, les mines sont les restes de la guerre terminée en 91 entre Marocains et Sahraouis. Je ne peux pas vous dire s'il y a des mines sur toute la zone, mais chose qui est sûre, c'est qu'il y en a. Nous le savons, nous en voyons et nous participons à la destruction des mines. Tout près des lieux de l'accident d'aujourd'hui, en 96, un camion d'assistance avait aussi sauté sur une mine, tuant un des occupants. Hier soir, Patrick Zaniroli et Hubert Auriol avaient prévenu les pilotes du danger. Les 3 occupants du véhicule sont ce soir à l'hôpital de Las Palmas sur les îles Canaries. Le pilote a le pied gauche très abîmé. Il va être opéré afin d'éviter l'amputation. Une drôle de mêlée dans le monde de l'Ovalie. Les propos de l'ancien entraîneur du 15 de France, Pierre Berbizier, dénonçant le dopage comme une réalité dans le championnat de rugby, ont suscité de vives réactions, voire des dénégations. La polémique ne va pas s'arrêter là, puisque dans quelques semaines, on élira un nouveau président de la Fédération française de rugby, et puis l'équipe de France va entamer un nouveau tournoi des 6 nations. Commentaire Julien Beaumont. Premier entraînement de l'année cet après-midi pour l'équipe de France avant le tournoi des 6 nations. On y parle bien sûr de tactique, mais on revient aussi sur les propos tenus ce week-end par Pierre Berbizier. Je crois qu'on a créé les conditions d'un dopage. Ces cadences infernales, les joueurs ne vont pas pouvoir les tenir longtemps. Une dénonciation qui a du mal à passer. Il y a ceux qui n'ont pas un physique de déménageur, ils nient tout en bloc. J'ai jamais pris quoi que ce soit pour jouer, donc je joue depuis 13 ans et je joue, et puis voilà, et puis je suis pas sur homme, je fais 78 kilos et je continue à jouer, voilà quoi, donc il n'y a pas de... Chacun, pas de souci quoi. Pourtant, chez certains autres, le discours est moins tranché.
Il ne faut pas croire, parce que Pierre Berbizier a dit qu'il y a du dopage dans le rugby, que c'est une majorité de joueurs qui se dopent. Il y a peut-être, je ne sais pas, un demi-pourcent de joueurs qui se dopent dans les clubs de rugby. Mais ce demi-pourcent existe. Donc il faut, tant que ça en est là, il faut s'occuper du problème. Enfin, côté encadrement, le médecin s'appuie sur les 150 tests réalisés cette année. L'ensemble des prises de sang et des suivis que nous avons fait depuis 3 ans, et Dieu sait si nous en faisons régulièrement et de manière très organisée, donc me rassure complètement. Tous les résultats ont toujours été négatifs. Il n'empêche que le calendrier d'un international est plutôt chargé. Il y a les matchs de club comme ici tous les week-ends et les stages de préparation de l'équipe de France. D'ailleurs, le ton monte entre la fédération et la ligue, représentante de l'intérêt des clubs. Une rencontre est même prévue demain. Et ce ne sont pas les paroles de Pierre Berbizier qui vont calmer les esprits. Le décès du cinéaste, photographe et documentariste Johan van der Keuken. Il était âgé de 62 ans. Il avait reçu de nombreuses distinctions pour ses documents de voyage en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Cinéma sorti mercredi de Mortel Transfert, réalisé par Jean-Jacques Benex avec Jean-Hugues Anglade, Hélène de Fougerolles et Robert Hirsch, entre autres. C'est un polar, une comédie, un film à suspense en divan de psychanalyste et puis beaucoup d'imprévus burlesques. La conception, le montage et donc le tournage ont demandé beaucoup de précision, comme le raconte Pascal Deschamps. Et dans la chute, ce qui serait intéressant, c'est que tu te dévisses un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on sent que le corps qui... 20 ans après Diva, Jean-Jacques Benex passe sur le divan en racontant les aventures mi-burlesques, mi-policières d'un psychanalyste plongé en plein cauchemar. Mais pour le réalisateur, c'est plutôt le rêve qui recommence. Il n'avait pas tourné depuis 8 ans. Plusieurs projets avortés avant de tomber sur un roman à tiroir, Mortel Transfert, où il s'amuse avec les peurs que suscite la psychanalyse dans notre société. Ça fait très longtemps qu'il s'intéresse à la psychanalyse, qu'il est à un âge peut-être où il était à même de pouvoir faire un film qui traite de ce problème qui est quand même assez complexe, mais et qui s'y est préparé, que la vie y a préparé un petit peu, à travers les épreuves qu'il a vécues là depuis une dizaine d'années. À quoi pensez-vous ? Ce qui fait peur, ce n'est pas tellement l'autre, c'est-à-dire le psychanalyste, mais plutôt ce qui va nous amener à découvrir de nous-mêmes, de notre inconscient, de nos angoisses, de nos pulsions, de nos désirs. Et c'est peut-être plus ça, plus la bête qui est en nous, qui nous fait peur, que le psychanalyste en lui-même. Je voudrais vous dire que j'ai étranglé une femme. Enfin, je crois, enfin, c'est peut-être pas moi. Vous êtes tombé dans le piège. C'est une drôle d'épreuve que traverse le docteur Durand. Que faire quand, après quelques minutes d'endormissement, on retrouve sa patiente morte étranglée sur le divan, comme si elle avait parfaitement réussi à projeter sur son analyste ses pulsions de violence. Le ton de Mortel Transfert navigue ainsi entre un suspense hitchcockien et un humour plus décalé. Je suis bloquée. C'est toujours comme ça. Je veux parler, et puis plus rien. Hitchcock et humour encore avec ce petit clin d'œil du réalisateur dans une séquence du film tournée au cimetière du Père-Lachaise. Sa photo apparaît sur la tombe d'un cher disparu. Mais Mr. Benex pas mort, loin de là. Mortel Transfert respire le bonheur de filmer, un bonheur qu'il vous invite à partager. Jean-Jacques Benex, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez retrouvé le goût du cinéma pour notre plaisir, mais alors vous êtes allé un truc très difficile, parce que c'est à la fois terrible, angoissant, un peu glauque, et puis très drôle, burlesque, il y a presque des scènes de clownerie. Mais si vous regardez les aventures du président Clinton... Je ne pensais pas que vous alliez me répondre ça. Non, mais je veux dire, le burlesque, il est dans la société. L'homme le plus puissant du monde fume le cigare avec une jeune stagiaire. Et les Américains, maintenant, pensent que c'est le meilleur président des États-Unis. Bon, donc on va le dire. Le profane, le sacré, depuis Shakespeare... Mais c'est ce qui vous a intéressé dans l'adaptation de ce roman, c'était cette ambivalence, cette bivalence, plus exactement. Oui, parce que je crois qu'on la retrouve en nous-mêmes, dans nos fantasmes, dans nos pulsions, et qu'en même temps, le personnage du psychanalyste, il est dans la société regarde ou écoute les psychanalystes écoutent la société. Vous en avez un chez vous. Donc, imaginez-le dans le rôle de Durand. Oui. Jean-Daniel Fézaquier dans le rôle de Durand, vous pensez? Ah, je pense plutôt à Gérard Miller. Gérard Miller, bon. Vous voyez, tellement sérieux que dans des situations grotesques, ça devient drôle.
Ouais. Jean-Luc Anglade dit, au fond, Jean-Luc Benex, il est arrivé à un âge où il pouvait faire ça. Vous pensez qu'effectivement, il y a des moments pour faire des films? Oui. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à 20 ans, et il y a des choses qu'on ne peut plus faire à 50 ans. Donc, si vous voulez, à 50 ans, comme dirait, pour m'emprunter ça à Philippe Jean, à 50 ans, on commence à avoir une certaine expérience de la vie, on prend du recul. Ouais. Dans le récit lui-même, vous avez fait un montage très méthodique, c'est-à-dire que vous nous emmenez dans les situations chez le psychanalyste, puis ensuite tout d'un coup vous nous faites faire un aller-retour dans des situations un peu plus fantastiques. C'est volontairement que vous avez voulu nous perdre? Oui, mais je ne pense pas que je vous perde, parce que le spectateur moderne, et particulièrement les jeunes, sont habitués à décoder les images. Le cinéma a un siècle, la psychanalyse aussi, et l'interprétation des images a un siècle, comme l'interprétation de l'inconscient. Et comme l'inconscient, en fait, c'est André Green qui est un grand psychanalyste, qui dit l'inconscient, c'est nulle part. C'est ni le passé ni le présent, c'est autre chose que le temps. Donc, quand on essaye de restituer un tout petit peu l'inconscient dans un film, on est forcément quelque part ailleurs, avec le risque d'en perdre certains et d'en gagner certains autres. Ceux qui aiment s'amuser avec les images, se perdre, se retrouver. Je crois que le spectacle, le divertissement, c'est fait pour ça. Alors, il y a 20 ans, c'était Diva. Vous faites rare, volontairement, involontairement? Bon, écoutez, ça c'est gentil de présupposer que je me fasse rare. Ah ben, il y en a qui tournent beaucoup plus que vous, quand même. Oui, mais oui, absolument, et je les envie. Je crois que c'est parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à tourner plus, et très honnêtement, j'aimerais tourner plus. Parce que la vie est courte, et que sur un plateau, j'ai l'impression d'être plus vivant que dans la vie. Donc si je tourne pas plus, c'est que j'y arrive pas. Et... Pourquoi dans la vie, vous êtes sinistre? Un peu. Ah bon? Vous voyez, on ouais. dit un truc grave et ça devient drôle. Oui, oui. Bon, ben, Mortel Transfert, c'est un peu ça. Voilà. Il faut décoder ça. Oui, il faut une certaine dérision. Et non, le cinéma, m'amène à faire des choses que je ne ferais pas dans la vie. Vous voyez, par exemple, vous allez faire un documentaire, je crois. Vous allez faire un documentaire sur un des grands bateaux construits à Saint-Nazaire. Oui, alors... Ça, c'est des choses très à part. Oui, vous êtes capable de nous raconter une histoire comme Mortel Transfert, qui vous est êtes tout à très fait stupéfiante. informé, hein. Et puis là, vous faites un documentaire. Volontairement, vous avez envie d'étonner, de surprendre ceux qui vous suivent. Oh ben je veux commencer par me surprendre moi-même et par avoir du plaisir. C'est vrai que dès que j'ai appris qu'on allait fabriquer le plus grand bateau du monde, j'ai eu envie de le filmer. Mais parce que quand j'étais gosse, j'ai rêvé des paquebots. Et là, on va en construire un qui est le plus grand qu'on a jamais construit. Ben, j'ai envie de le filmer. Et donc, je fonce là-bas, quoi. Nos confrères de Première, d'un article, parlent de votre ambition artisanale. Ça vous plaît, ça, comme compliment? Oh oui. Être un artisan dans une époque de mondialisation, c'est être content du geste, être content du travail qu'on fait, au-delà du résultat, juste pour le plaisir du quotidien, d'assembler des objets et peut-être de les caresser un tout petit peu en se disant c'est du bel ouvrage. Mortel Transfert, c'était très difficile à monter. J'ai lu partout que vous n'aviez pas trouvé les financements, qu'au fond, on s'est méfié de vous. Alors que Jean-Jacques Benex, c'est un nom reconnu, que vous avez fait des œuvres importantes pour les gens qui aiment le cinéma. Non, je crois que ce qui faisait peur, c'était la psychanalyse. La psychanalyse fait peur, figurez-vous. Parce que on l'aime bien quand c'est Woody Allen. Oui, c'est Woody Allen. Quand il faut demander de l'argent à une chaîne de télévision, on a tendance un petit peu à lire en disant « Oh là là, il y a beaucoup de texte ». Oui, mais il y a des images. Et les images, si on pouvait les imaginer à ma place, alors à ce moment-là, on me donnerait tout de suite beaucoup d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rire quand même dans la vie? Oh ben les gars qui se prennent les pieds dans le tapis. Tout bêtement. Oui, mais si vous voulez... Plus la personne est importante, ou plus la situation est dramatique, plus c'est drôle. C'est Bergson qui disait « Le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant ». Alors en fait, quand on rit, ça veut dire qu'à la fois, on est extrêmement vivant, et qu'en même temps, ça se pète la gueule. Et ça nous remet un peu à notre place, parce qu'on n'est pas grand-chose. Ben dans Mortel Transfert, c'est vraiment ce qui se passe. Effectivement, on rit, c'est drôle, il y a des glissades, c'est étonnant. Oui. Ça vous a amusé à faire ça, ces cascades? Ben, c'est-à-dire que si vous voulez, quand c'est avenue Truden, qu'il faut bloquer la rue, qu'on a très peu de temps pour le faire et qu'il fait 5 degrés et que Hélène de Fougerolles a une toute
petite robe légère et qu'elle est couchée sur le pavé, c'est un peu moins drôle. Voilà, eh bien, je recommande Mortel Transfert. Merci Jean-Jacques Benex de nous en parler. Alors avant de refermer ce journal, quelques images en écho des vœux aujourd'hui de France Télévisions. Ils étaient présentés cet après-midi par Marc Tessier, le président de France Télévisions, avec ses côtés Michel Cotta, notamment notre directrice générale, M. Fimin et M. Cotet pour la 3 et pour la 5. Le président Tessier s'est félicité d'une année 2000 exceptionnelle pour le groupe et s'est déclaré optimiste pour l'avenir. Et puis le président Tessier a par ailleurs salué l'imagination et le talent de Bernard Pivot, qui quittera Bouillon de Culture en juin prochain et à qui France 2 doit maintenant proposer une grande émission mensuelle. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant cette cavale sanglante d'un forcené qui a tué 4 personnes, dont 2 policiers près de Narbonne. Il est toujours en fuite malgré un très important dispositif policier. Et puis à Jérusalem ce soir, manifestation organisée par les partis de droite pour le maintien de la ville dans l'État d'Israël. Manifestation comme un plébiscite pour Ariel Sharon, largement favori pour les élections du 6 février prochain. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet, et puis après Crimes en série avec Pascal Légitimus, à 22h25, le magazine présenté par Sylvain Attal, Argent public, argent privé, puis le journal de la rédaction avec Jean-Claude Renaud. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Florence Monreno, l'ancienne présidente de l'association Chienne de Garde. À 13h, vous retrouverez ici même Gérard Holtz. À demain 20h. Bonsoir, merci.